Alors, je représente l'Association végétarienne de France. C'est une structure historique en France dans la promotion d'une alimentation végétarienne, végétalienne, ou en tout cas plus végétale. On existe depuis 1995. On avait au départ une activité qui était très orientée vers le grand public, sensibilisation, accompagnement, et plus le temps passe, plus on a une activité qui devient politique, dans la mesure où ce qu'on met dans notre assiette, ça n'est pas du tout quelque chose qu'on décide individuellement, c'est vraiment quelque chose qui est façonné par un ensemble de normes culturelles et par un ensemble de pratiques politiques. Donc notre association s'adresse au grand public à travers des événements de terrain, à travers l'édition d'un magazine que vous pouvez trouver sur la table à l'entrée. Donc on vous invite vraiment à vous servir. On a apporté 2 exemplaires, 2 numéros différents de ce magazine. On travaille aussi avec les entreprises, ce qui nous semble indispensable, accompagner les entreprises dans le développement de gammes végétariennes et végétaliennes. Et de plus en plus, on travaille avec les institutions, par exemple le Conseil national de la restauration collective, ce qui est très important quand on sait à quel point ça détermine ce qui est servi dans les assiettes des enfants à la cantine. Et on travaille bien sûr avec les acteurs politiques, par exemple aujourd'hui, par exemple aux rencontres d'été des partis politiques, pour former les acteurs politiques, pour les accompagner. Et puis à chaque fois qu'il y a une échéance politique, on fait des propositions qui correspondent aux prérogatives des personnes qu'on va élire. Le modèle agroalimentaire actuel, le modèle agroalimentaire occidental, qui est très fondé sur les protéines animales, depuis pas très longtemps, en fait, c'est la manière dont on mange, elle remonte à peu près au milieu du XXe siècle. C'est un modèle qui n'est pas soutenable du tout. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Et c'est un modèle qui a toute une série d'impacts qui sont extrêmement lourds. Dans le contexte d'insécurité alimentaire qu'on vit, de flambée du prix de l'énergie, ça me semble important de rappeler que les productions animales, notamment la viande et les produits laitiers, ce sont les productions qui sont les plus intensives en énergie, mais aussi en surface agricole et aussi en intrants chimiques, puisque avant de produire de la viande, eh bien, il faut produire de la nourriture pour les animaux d'élevage. Et pour produire cette nourriture, on a souvent recours à des monocultures intensives qui consomment beaucoup d'intrants de synthèse. Donc c'est un modèle qui est très fragile et on s'en rend compte en particulier quand les prix de l'énergie augmentent, quand les prix des céréales augmentent. Ce modèle agroalimentaire, il a un impact sur le climat qui est extrêmement lourd. On estime aujourd'hui qu'entre 15 et 20% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sont liées à l'élevage strictement, donc non pas tout le modèle agricole, mais strictement l'élevage. C'est beaucoup. C'est un modèle agroalimentaire qui a aussi des effets très, très néfastes et très dommageables sur la biodiversité. Aujourd'hui, tous les rapports qui sortent, par exemple le rapport Planète Vivante du WWF, mettent en avant que la menace principale aux écosystèmes, c'est les changements d'usage des sols. Alors ce qu'il faut comprendre dans le sous-texte, c'est que c'est des changements d'usage des sols pour des changements de modèle alimentaire. Par exemple, on déforeste l'Amazonie pour cultiver du soja, pour nourrir les animaux d'élevage européens. Donc voilà, première menace à la biodiversité, l'agriculture et la déforestation. Et puis c'est un modèle agroalimentaire qui a beaucoup d'impact sur la santé publique. On sait aujourd'hui que la manière dont on mange, l'excès de protéines animales, ça cause, c'est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, certains cancers. C'est quelque chose qui est bien connu. Et puis ce que je voudrais rappeler aussi, puisqu'on va parler de restauration collective, c'est que ce sont les enfants et ce sont les familles en général les plus modestes qui mangent le plus de protéines animales. Alors souvent, quand on se préoccupe d'une transition agricole et alimentaire, on met en avant un certain nombre de changements qui peuvent être pris. Par exemple, passer à du plus bio, du plus local. Et ce sont évidemment des changements qui ont des effets bénéfiques, notamment sur l'économie, sur la biodiversité locale. Mais en fait, ce sont des changements qui ont très peu d'effets en matière climatique, très peu d'effets en matière énergétique et en matière d'usage des sols. Selon les scénarios de l'ADEME, par exemple, la consommation d'énergie, elle est un tout petit peu inférieure dans les productions bio. Mais globalement, ce qui est vraiment le facteur déterminant, c'est est-ce qu'on mange plus ou moins animal, plus ou moins végétal. C'est vraiment ça qui est le facteur déterminant. Il y a un rapport pratiquement linéaire entre la consommation de protéines animales et la consommation d'énergie. Pour ce qui est de l'empreinte surfacique, on a besoin d'un petit peu plus de surface quand on passe en bio par rapport à des productions conventionnelles.
Donc là encore, ce qui est vraiment important, c'est de passer à du plus végétal. Et pour ce qui est de l'empreinte climatique, il y a peu de différence. En fait, le levier le plus efficace, c'est vraiment de passer à du plus végétal. C'est un levier qui a un effet décuplé par rapport au fait de passer à du plus bio ou à du plus local. On pourra revenir dessus pendant l'échange. Et puis on a bien sûr un ensemble de sources qu'on tient à votre disposition. Peut-être ce que je voudrais évoquer aussi, c'est le rapport Carbone 4 qui est sorti il y a 3 ans et qui estimait l'effet de différents gestes individuels sur la réduction de l'impact climatique. On voyait que c'était de passer à une alimentation végétarienne, c'était le levier le plus efficace, très très loin devant le fait d'abandonner sa voiture, d'arrêter de prendre l'avion par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, par exemple dans la stratégie nationale bas carbone, il y a quelque chose de disproportionné entre les effets de différents leviers et le fait de prendre au sérieux ces leviers. Et en fait, aujourd'hui, on parle d'agriculture parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on se rend compte que ce fait de passer au plus végétal, c'est quelque chose qui est négligé, dénigré, complètement en dépit des effets de ce levier. Alors, pourquoi agir sur la restauration collective ? Tout simplement parce qu'on a envie d'être efficace. Donc à l'AVF, on a passé des années à s'adresser au grand public, à essayer de convaincre des gens, à des tables d'information, à travers la publication d'une documentation, en donnant des conférences. Et en fait, on se rend compte que le levier déterminant, c'est vraiment la restauration collective. On estime que c'est 3 milliards de repas par an qui sont servis dans la restauration collective. C'est en grande partie la restauration scolaire, mais pas seulement, on va en parler un petit peu plus tard. Et donc, apprendre à manger différemment à l'école, ça a une portée éducative, il y a un effet d'acculturation. On sait que les enfants, ce sont les citoyennes et les citoyens de demain. Donc ça nous semble très important. Et par ailleurs, agir sur la restauration collective, c'est s'appuyer sur les services publics. Donc c'est vraiment prendre des mesures qui sont à la fois écologiquement vertueuses, socialement justes et qui ont bien sûr de très nombreux co-bénéfices, notamment sur la condition animale et sur la santé publique. Alors, quelques petits points quelques jalons sur les menus végétariens en restauration collective. C'est un sujet qui a fait son entrée très très récemment dans la législation, en 2019 avec la loi Egalim. Donc la loi Egalim imposait l'obligation de servir une option végétarienne hebdomadaire dans les cantines scolaires avec une expérimentation de 2 ans. Donc option, ça veut dire pas forcément pour tout le monde, mais ça veut dire qu'il faut qu'au moins une fois par semaine, les convives aient la possibilité de choisir un plat végétarien. En 2019, cette option végétarienne a été pérennisée, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de limite dans le temps pour l'obligation de servir cette option végétarienne. Ce qui est présent également dans la loi Climat et Résilience, c'est l'expérimentation d'une option végétarienne quotidienne dans un certain nombre de villes, dont des représentants et représentantes sont là aujourd'hui. Ce qui est présent aussi à partir de 2023, c'est l'obligation d'une option végétarienne quotidienne dans les cantines qui dépendent de l'État. Donc, par exemple, les entreprises publiques, par exemple les prisons. Alors là-dessus, ça concerne les cantines qui ont plusieurs choix, donc ça ne concerne pas toutes les cantines. Et puis ce qui est présent également dans la loi Climat et Résilience, mais de manière pas très détaillée, c'est l'obligation d'une primo-formation pour les cuisiniers, c'est-à-dire les personnes qui sont en formation en CAP cuisine par exemple, vont devoir être formées aux enjeux de la cuisine végétarienne.